Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Études africaines. Dirigée par Denis Prienne et son équipe. Forte de plus de 1000 titres publiés à ce jour, la collection Études africaines fait peau neuve. Elle présentera toujours les essais généraux qui ont fait son succès, mais se déclinera désormais également par séries thématiques, droit, économie, politique, sociologie, etc. Dernière parution. Abbé Nestor Salumundalibandu. La philosophie au service de la société en Afrique, le cas de la rez-de-chaussée, 2022. Abbé Nestor Salumundalibandu. La responsabilité sociale du philosophe face à la guerre en Afrique, enjeux et perspectives, 2022. Gilbert Germain, nom à un plan Marshall pour l'Afrique subsaharienne, 2022. Asa Bchir, la tragédie de la performativité, 2022. Laurent Tanier, les TIC dans le système éducatif camerounais. Cas de l'enseignement secondaire, 2022. Guy Latiam, les médias africains à l'heure de la rupture. Vers un grand rétablissement, 2022. André Nika WIGIZE, Ethnisme et tragédie au Burundi, de l'identité nationale à l'identité ethnique, 2022. Léandre Serge Moyen, l'impossible État fédéral africain. Les droits fondamentaux à l'épreuve des identités culturelles nationales, 2022. Charlie Mebala dire, l'État dans les Afriques. État des lieux en Afrique subsaharienne, 2022. El Hadji Malik Ndiaye, ce que les GAFAM font aux médias africains. Enjeux socio-économiques, éditoriaux et politiques de l'infomédiation, 2022. Yves-Alexandre Chouala, Patrice Bigot MBE accent aigu logo et Delmas TSAF-ACK, dire le Cameroun et les grandes puissances. Trajectoire et dynamique de coopération, 2022. Jean-Christophe TSHIMPAKABODUMBU, le numérique et l'enseignement en rez-de-chaussée, appropriation des artefacts numériques par les enseignants, 2022. Sigles et abréviations. ACE Alcan Chimie Europe. AFRC, Armed Force Revolutionary Committee. AGC, Ashanti Goldfields Corporation. AMCL, African Manganese Company, Limited. BMG Bonsaï Minerals Group. CAST Consolidated African Selection Trust. CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Circuit inférieur. CMB, Cocoa Marketing Board. COCOBOD, Ghana Cocoa Board. CPP Convention People's Party. CRIG, Cocoa Research Institute of Ghana. CS Circuit supérieur. DI, Division internationale du travail. ERP, Economic Recovery Programme. FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations. FMI, Fonds monétaire international. GACL, Ghana Airports Company Limited. GBC, Ghana Bauxite Company. GBCL, Ghana Bauxite Company Limited. GCAA, Ghana Civil Aviation Authority. GCD, Ghana Consolidated Diamonds. GIMC, Ghana International Manganese Corporation. GMC, Ghana Manganese Company. GMWU, Ghana Mine Workers Union. GNMG, Ghana National Manganese Corporation. GNPC, Ghana National Petroleum Corporation. GPHA, Ghana Port and Harbour Authority. GRCL, Ghana Railway Company Limited. GRDA, Ghana Railway Development Authority. GSS, Ghana Statistical Service. GVC, Global Value Chain. IBES, Integrated Business Established Survey. Interpol, Police Internationale. KIA, Kotoka International Airport. LBT, Labor Based Technology. MOEP, Ministry of Energy and Petroleum. NDC, National Democratic Congress. NLC, National Liberation Council. NPP, New Patriotic Party. NRC, National Redemption Council. PBC, Produce Buying Company. PC, Petroleum Commission. PIB, Produit intérieur brut.
PMMC Precious Mineral Marketing Company. PNDC, Provisional National Defense Council. PNP, People's National Party. PP, Progress Party. PPP, Partenariat Public-Privé. SAP, Structural Adjustment Plan. SGMC, State Gold Mining Corporation. SMC, Supreme Military Council. TLS, Trade Liberalization Scheme. TOR, Tema Oil Refinery. UGCC, United Gold Coast Convention. VRA, Volta River Authority. WAMZ, West African Monetary Zone. Préface. De l'or contre des déchets est une respectable étude de géographie économique sur les insertions du Ghana dans la division internationale du travail contemporaine. Le livre, à son tour, a été élaboré à partir de la thèse de doctorat de l'auteur, réalisée à l'Université de São Paulo, au Brésil. Casantos avait plusieurs mérites dans son étude. Parmi elles, on peut souligner le choix théorico-méthodologique, qui l'a conduit à une enquête et à une analyse cohérente des données, obtenues à partir de sources primaires, avec un travail de terrain qui couvrait l'ensemble du territoire ghanéen et de sources secondaires, notamment les travaux d'intellectuels africains et africanistes européens et américains. Dans ce livre, il y a des éléments de la géographie classique et des éléments du marxisme. Concernant la première, on peut citer l'usage de la notion de combinaison géographique, qui a été développée par le géographe français André Chollet au milieu du XXe siècle. On comprend cependant que ces combinaisons soient équivalentes à la notion de détermination multiple de Karl Marx, notion si importante pour l'analyse de l'économie politique de Casantos. L'auteur analyse même le Ghana à partir du concept de formation socio-spatiale, concept développé par le géographe brésilien Milton Santos dans les années 1970 à partir du concept de formation socio-économique, d'origine marxiste. Dans un premier temps, le livre retrace l'histoire du territoire ghanéen en examinant les manières dont différentes sociétés ont organisé leurs forces productives et leurs relations de production dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest au fil du temps. À la fin du XIXe siècle, certaines de ces sociétés qui jouissaient jusqu'alors de la souveraineté territoriale étaient dominées par l'impérialisme britannique de la fin du XXe siècle, un impérialisme qui, sous la logique centre-périphérie, retraçait l'évolution politique, économique, physionomie culturelle et territoriale de ces peuples. Les divers impacts de l'institution coloniale, ainsi que les luttes menées par la population locale pour l'indépendance conquise en 1957, sont également objets d'analyse. À partir de là, l'auteur met l'accent sur l'organisation du territoire ghanéen et son insertion dans l'économie internationale tout au long de la seconde moitié du XXe siècle jusqu'au début du XXIe siècle. Puis, l'auteur se consacre à la construction d'une analyse contemporaine de la localisation des activités économiques et de leur régionalisation, de la répartition des infrastructures, du réseau des villes, etc. Cette analyse permet de comprendre les différentes manières dont le Ghana s'insère dans l'économie mondiale. Ainsi, Casantos procède ensuite à l'analyse des activités économiques liées à l'exploration de l'or, du pétrole, du cacao et d'autres matières premières. Dans le dernier chapitre, l'auteur s'intéresse à la dynamique des importations, y compris les OAST, dynamique qui permet également de comprendre les capacités inutilisées et les goulots d'étranglement ou ce que les forces productives du territoire ne peuvent garantir. Ce livre est une excellente lecture pour ceux qui cherchent, à travers une perspective géographique et d'économie politique, à comprendre comment un pays africain s'insère dans l'économie internationale, une économie extrêmement dynamique et qui a subi tant de transformations. Armen Mamigonian. Université de São Paulo, Brésil. Introduction. Ce livre ne parle pas de l'Afrique. Je le communique au lecteur de cet ouvrage, immédiatement, afin d'éviter d'éventuelles frustrations à la lecture des pages suivantes. Au cours du processus de recherche doctorale qui a abouti à ce travail, j'ai constaté que la généralisation est l'opération la plus tentante pour les universitaires qui se concentrent sur des thèmes liés au continent en question. Cela peut être vu dans de nombreuses études empiriques, qui centraient sur l'analyse d'un ou deux emplacements spécifiques,
indique des modèles et des tendances universelles pour cette masse terrestre complexe de 30 millions de km² où plus d'1 milliard de personnes vivent dans 54 pays. Fréquentes dans le monde académique, les généralisations sont encore plus répandues dans la presse et l'industrie culturelle. Le dernier, quant à lui, semble n'avoir eu aucune gêne en sortant en salle, Mi-2015, un film dans lequel des enfants étaient entraînés de manière perverse dans des guerres civiles dans quelque part en Afrique. Dans cette abstraction continentale irresponsable et perverse, peu importait au public que l'intrigue soit développée au Nigeria, en Namibie, au Congo, en Éthiopie ou en Afrique du Sud. Construction idéologique qui s'est développée depuis la colonisation européenne au XIXe siècle, cette Afrique, avec des guillemets, est donc encore nourrie par la science et la culture occidentale. Ces organes sont chargés de créer 3 principaux types de représentation pour le continent. Le premier d'entre eux est notoirement un vestige des littératures coloniales. C'est un lieu de nature sauvage, dépeint par des savanes inexplorées, des forêts, des déserts, des rivières et des lacs, dans lequel une faune riche et diversifiée coexiste en harmonie avec l'environnement. La figure humaine dans cette représentation est pratiquement inexistante ou apparaît discrètement intégrée au paysage, avec les animaux. C'est dans cette Afrique que nous, occidentaux, faisons des safaris. L'autre représentation concerne les cultures exotiques du continent, qui s'observent dans des pratiques religieuses étranges, des habitudes alimentaires curieuses et des langues et dialectes imprononçables pour l'univers latin et anglo-saxon. C'est dans cette Afrique que nous, occidentaux, assistons au festival. Enfin, il y a la représentation la plus explorée, celle de la tragédie humanitaire. Elle serait à son tour le produit de la politique prétendument déséquilibrée des pays du continent, qui sont généralement compris comme des États gouvernés par des sujets corrompus, autoritaires et violents, les vrais responsables du déclenchement de conflits sanglants. Dans des documentaires ou dans des articles de journaux, une grande partie de l'Occident se demande avec stupéfaction, mais comment peuvent-ils s'entretuer ? À cette tragédie, s'ajoute la propagation de maladies comme le sida et Ebola, annoncées dans des données statistiques qui font rarement des déductions régionales. Il y a aussi la faim, qui dévaste la réalité africaine, en raison des sécheresses incontrôlables, produites par la nature sauvage susmentionnée. C'est dans cette Afrique que nous, occidentaux, faisons du volontariat. Ferguson assure que, lorsque nous entendons quelque chose sur l'Afrique de nos jours, les tons de problème et d'urgence sont généralement utilisés. Ce n'est jamais seulement l'Afrique, mais toujours la crise en Afrique, les problèmes de l'Afrique, l'échec de l'Afrique, le défi moral de l'Afrique dans la communauté internationale, Ferguson 2006 page 2. Mbembe approfondit encore la discussion lorsqu'il déclare qu'il n'y a pas de description de l'Afrique qui n'implique des intentions destructrices et mensongères. Pour l'auteur, l'Afrique vue comme une idée, un concept, a historiquement servi et continue de servir d'argument controversé au désespoir occidental en établissant une distinction entre le continent et le reste du monde. Mbembe, 2001 page 2. Munanga, à son tour, assure que, pour les amateurs de cartes géographiques, l'Afrique est cette chose immense et vague, une masse compacte au pied de l'Europe, un réservoir inépuisable de minéraux divers, bananes, arachides et autres cultures exotiques. Munanga, 1993 page 102. Car c'est cette Afrique que je pensais être mon objet d'étude lors de la première année de ma thèse de doctorat, en 2013. L'intérêt pour étudier le continent est venu après un voyage que j'ai fait au Festival Vaudou au Bénin, en janvier 2012. Là-bas, j'avais réalisé que j'étais incapable de faire une analyse géographique cohérente de la réalité spatiale qui m'entourait. En effet, il a voyagé parmi des anthropologues, des sociologues, des historiens et des journalistes bien positionnés dans leur analyse de l'environnement. À mon retour au Brésil, j'ai décidé dans mon projet de recherche que j'étudierais le rôle de l'Afrique, dans la division internationale du travail contemporaine, comme si je me référais à un bloc massif dans un dynamisme politico-économique uni. Cependant, cet objectif préliminaire a en réalité servi à remettre en cause l'idée largement répandue selon laquelle l'Afrique serait exclue de l'économie mondiale. Afin de rendre une telle recherche réalisable, il était nécessaire de choisir un pays qui pourrait représenter les modèles et tendances universelles séduisants que je recherchais également. Ainsi,
le choix du Ghana comme découpage m'a semblé intéressant pour plusieurs raisons. Premièrement, le pays avait été le premier d'Afrique subsaharienne à obtenir son indépendance de la domination coloniale européenne, en 1957, sous la direction de Kwame Nkrumah. De plus, le pays avait été le laboratoire de nombreuses politiques économiques tout au long de son histoire, et le premier à avoir intégré un ensemble d'ajustements néolibéraux au début des années 1980. Enfin, à mon avis, le pays était déjà sûr qu'il n'y avait pas de référence récente dans les journaux à des attentats terroristes, des épidémies ou des guerres civiles, comme au Nigeria, en Guinée ou en Sierra Leone par exemple. Cependant, à la fin de la première année de recherche, j'ai pu établir une distinction méthodologique entre l'approche empirique et l'objet, distinction qui était fondamentale pour moi pour poursuivre les études de manière cohérente et au plus près de la réalité observée sur le terrain. Cela veut dire qu'au départ, en prenant une coupe, je croyais qu'une analyse géographique du Ghana servirait aussi d'analyse du continent africain. Au fil des études cependant, j'ai fait la conversion d'une telle découpe en objet. Ainsi, le territoire ghanéen a cessé d'avoir pour fonction d'expliquer des réalités hors de ses frontières. Le Ghana devrait s'expliquer correctement contextualisé dans le temps et dans l'espace. Alors je le répète, ce livre n'est pas sur l'Afrique, ce livre est sur le Ghana. L'objectif principal de ce livre est de comprendre les insertions du Ghana dans la division internationale du travail contemporaine. Ce pays cesse d'être un découpage empirique et devient un objet à partir du moment où il commence à être analysé, en fait, comme une formation socio-spatiale. Ainsi, je n'ai pas cherché une analyse de l'Afrique dans le monde, comme moyen d'éviter des généralisations séduisantes. Formation socio-spatiale et combinaison. Développé dans les années 1970, le concept de formation socio-spatiale est signalé comme l'une des principales contributions de Santos à la science géographique, Mamigonian, 1996. Cette contribution, à son tour, relève du concept marxiste de formation socio-économique, qui propose d'établir une lecture historique des spécificités de l'évolution des modes de production à travers le monde, permettant ainsi une analyse de l'évolution différentielle des sociétés et de leurs économies, Santos, 1977. À l'époque, l'argument de Santos était que l'espace, généralement relégué au second plan dans les analyses de nombreux économistes, sociologues et politologues, jouait aussi un rôle central dans le développement des particularités nationales des modes de production. L'auteur a assuré que les différences entre les lieux résultent de l'agencement spatial de modes de production particuliers. La valeur de chaque lieu dépend des niveaux qualitatifs et quantitatifs des modes de production et de leur combinaison. Santos, 1977, page 87. Les spécificités des manières dont les sociétés développent leurs bases matérielles et leurs systèmes d'échange auraient donc une adhésion à l'espace dans lequel elles se développent. Il est intéressant de noter qu'au XIXe siècle, Humboldt a rédigé son essai politique sur l'île de Cuba, dans lequel il a attiré l'attention sur la combinaison de l'humain, associé à la démographie, et du physique, associé à l'emplacement et aux conditions éléments du terrain, dans la configuration des activités économiques sur l'île, notamment l'agriculture et le commerce, Humboldt, 1998. La notion de combinaison a donc longtemps été au cœur du développement de l'analyse géographique. Cette notion est approfondie par Chollet qui, au milieu du XXe siècle, assure que l'analyse économique et sociale d'un espace donné doit reposer sur la combinaison d'éléments d'ordre humain et naturel, Chollet, 1946. Ainsi, il appartiendrait à l'enquêteur d'identifier non seulement les éléments qui se combinent historiquement en un lieu donné, mais aussi le poids qu'ils jouent dans cette combinaison. Des cocottes de la seule totalité de l'économie. Lors de réunions d'orientation successives ces dernières années, Mamigonian a affirmé que de manière générale, ces combinaisons pouvaient être comprises comme une lecture géographique des déterminations multiples proposées par Marx dans son Introduction à la critique de l'économie politique, Marx 2008. Avec l'expansion du système capitaliste, de l'entreprise coloniale aux Amériques, XVIe siècle, et en Afrique et Asie, XIXe siècle,
les spécificités des modes de production répandus dans le monde sont progressivement devenues la cause et la conséquence d'interdépendances et de relations hiérarchiques entre les lieux. La consolidation de la périphérie de ce système signifiait que de grandes parties de la planète ont commencé à avoir une grande partie de leurs économies, ainsi que leurs espaces et leurs sociétés, organisées selon des intérêts en dehors de leurs frontières. Par conséquent, comprendre l'insertion contemporaine du Ghana dans l'économie mondiale est une tâche qui ne peut se faire sans prendre en compte l'histoire de cet espace et de sa société. Dans le cas brésilien, également à la périphérie du système, Rangel, 1999, a identifié une véritable dualité dans la structure de la formation économique du pays, un produit historique et par conséquent une dialectique des intérêts extérieurs et nationaux. Je ne saurais négliger l'analyse de cet économiste dans ce livre, puisque l'universalité des présupposés présents dans son œuvre, chaque réalité concrète est particulière et dans chaque particularité l'univers est présent, Rangel, 1999, page 25, permettait que j'organise l'objectif principal de cette recherche. C'est cette dualité qui a permis de comprendre que l'organisation du mode de production au Ghana se fait non seulement en termes d'intérêts extérieurs, mais aussi d'intérêts locaux et nationaux. Ainsi, opérant la dialectique entre intérêts extérieurs et intérêts intérieurs, l'État et l'exercice de sa politique sont, dans l'analyse proposée ici, fondamentaux. Considérant l'espace dans lequel l'État projette ses rapports de force, Raffestin, 1993, le territoire national configure une unité élémentaire pour révéler les particularités des combinaisons entre les rapports de production et les forces productives. De plus, cette unité fait partie d'une division internationale du travail, ci-après dit, une catégorie qui définit les relations d'interdépendance économique entre les pays en ce qui concerne les processus de production, de circulation, de distribution et de consommation, dans laquelle se configurent de nombreuses hiérarchies géopolitiques. Au fur et à mesure que le dit contemporain s'est approfondi avec le développement de l'environnement technico-scientifique informationnel, Santos, 1996, qui a assuré, depuis les années 1970, une plus grande vitesse de différents types de flux matériels et immatériels, des expressions socio-économiques émergent qu'elles semblent masquer l'état des hiérarchies géopolitiques précitées. Tout se passe comme si les prérogatives de l'impérialisme, proposées par Lénine au début du XXe siècle, Lénine 1986, étaient résolues à l'aube du XXIe siècle. Mamigonian aborde cette question en prêtant attention au terme de mondialisation, largement utilisé depuis les années 1980. Selon les néolibéraux, la mondialisation, expression d'un usage courant et massif, est la nouveauté qui explique le monde actuel. Elle entend nier le jeu des intérêts nationaux, et comme pour les pays sous-développés, considère comme hors de propos les relations centre-périphérie intrinsèques au système capitaliste, relations qui peuvent être analysées dans une vision plus modérée ou dans une vision plus radicale, marxiste. Comme pour le sous-développement ou les crises économiques, la mondialisation, ne serait-elle pas un impérialisme déguisé ? Le concept d'impérialisme, dès le début du XXe siècle, a été atténué à l'économie monde par les modérés, I. Wallerstein, G. Arrighi, etc., et plus adouci à la mondialisation par les néolibéraux, Mamigonian 2001 page 4. Comprendre le rôle de la formation socio-spatiale ghanéenne dans la division internationale du travail contemporaine n'a pas pour but ici d'être l'otage des nombreux efforts pour atténuer et adoucir les structures géopolitiques et économiques internationales, auxquelles Mamigonian se réfère. Le processus historique vécu par le Ghana est précédé de plus de 6 décennies de contrôle colonial britannique. La souveraineté n'a été expérimentée sur ce territoire qu'à partir de la fin des années 1950. Au cours des 2 décennies suivantes, une série de politiques nationales ont cherché à réorganiser le mode de production avec l'objectif explicite de développer l'économie et de subvertir le rôle du pays dans le dit comme un exportateur de commodities et importateur de biens industriels, caractéristiques léguées par les impositions directes, entreprises coloniales ou indirectes, agences de financement multilatérales, de l'impérialisme. Considéré comme le principal représentant africain de l'engagement politique du soi-disant tiers-monde dans les années 1950 et 1960, sous la houlette de Nkrumah,
Le Ghana fait aujourd'hui partie du groupe complexe et multiforme des pays du Sud, qui intègre un large spectre de territoires qui, pour la plupart, ont transité le XXe siècle dans la condition de périphérie du système capitaliste et qui aujourd'hui recherchent des stratégies horizontales, coopération Sud-Sud, de repositionnement dans l'économie internationale. L'élaboration de la recherche. De l'or contre des déchets est une synthèse de la thèse défendue dans ce livre. D'après les études que j'ai développées ces dernières années, l'insertion du Ghana dans l'économie mondiale contemporaine se caractérise non seulement par l'exportation de commodities, un thème largement étudié dans les pays du Sud, mais aussi par l'importation d'objets manufacturés, surtout de deuxième génération. Dans le cas des objets électroniques jetés par les pays du Nord et importés par le Ghana, il existe un processus d'extraction et de recyclage de leurs ressources minérales à partir de leurs engins, qui est opéré dans des conditions de travail précaires. Ces ressources, à leur tour, sont exportées et réintègrent les stades productifs des pays industrialisés d'Europe et d'Asie. Ainsi, j'ai appelé ce processus la recommodification de l'économie. Donc je pense qu'il s'agit d'un élément d'importance structurelle qui devrait être pris en compte dans la plupart des analyses de la division internationale du travail contemporaine. Pour construire cette recherche, il a été nécessaire d'utiliser un ensemble de procédures méthodologiques qui incluaient fondamentalement l'enquête et l'analyse de données qualitatives et quantitatives obtenues à partir de différents types de sources primaires et secondaires. Les sources secondaires comprenaient des livres, des articles universitaires, des articles journalistiques, des annuaires statistiques, des lois et des décrets du gouvernement ghanéen. Les données quantitatives et qualitatives contenues dans ces sources et présentées dans cette étude sont les plus récentes parmi ce qui a été mis à disposition par les instituts de recherche socio-économique au Ghana et dans d'autres pays, ayant vu la date de publication de la première édition de ce livre en 2022. Cependant, la collecte et l'interprétation de ces données ont lieu depuis 2013, donc la plupart d'entre elles ont été obtenues pendant 1 mois à l'Université du Ghana à Accra, Ghana, en 2013, 2 mois à la British Library à Londres, Royaume-Uni, en 2014, 1 an en tant que chercheur invité à University of California, à Berkeley, États-Unis, entre 2015 et 2016 et 1 an en tant que chercheur invité à la London School of Economics, à Londres, Royaume-Uni, entre 2019 et 2022. Ces institutions ont une collection large et diversifiée, physique et numérique, avec un nombre volumineux de publications actuelles et anciennes écrites principalement en langue anglaise. Des lectures de sources secondaires ont permis de comprendre l'histoire du pays, qui a été correctement contextualisée dans les processus historiques internationaux. En outre, il a également été possible de construire une cartographie économique contemporaine du Ghana, prenant en compte les conditions naturelles du territoire, ainsi que la répartition de la population, des activités productives et des infrastructures. L'enquête sur les données provenant de sources primaires a eu lieu dans le cadre de travaux de terrain menés en 2013 et 2016. Dans les deux expériences, j'ai appliqué des entretiens ouverts à travers le pays avec diverses institutions, ministères, associations professionnelles, entreprises publiques et privées qui travaillent dans l'économie nationale. Beaucoup de ces entretiens ont été programmés des mois à l'avance, tandis que d'autres sont apparus spontanément, en fonction des possibilités in loco. Parallèlement, j'ai dressé le registre des paysages ghanéens sous forme de description dense, Gertz, 1973, et de photographie. Le travail de terrain a couvert 8 des 10 régions du pays, figure 1. En janvier 2015, j'ai également visité le port d'Anvers, Belgique, qui représente un point d'articulation important pour le flux commercial international ghanéen. De manière générale, les expériences observées et vécues sur le terrain constituent, à mon sens, des éléments clés de ce livre. Le travail né de la conjonction de sources primaires et secondaires, et nourri par les conseils féconds de Mamigonian et de Watt, a permis l'émergence d'une thèse qui, une fois transformée en livre, s'organise en 4 chapitres. Dans le chapitre 1, Ghana dans le temps, Ghana dans le monde, j'ai établi une chronologie des différentes formes d'insertion de cette formation socio-spatiale dans l'économie mondiale. Il est intéressant de noter qu'au moins depuis le XIIe siècle,
plusieurs territoires d'Afrique de l'Ouest et d'autres régions du continent étaient déjà structurellement insérés dans des circuits commerciaux intercontinentaux, qui ont influencé, dans une large mesure, les de nombreux clans, royaumes et empires. Dans le chapitre 2, l'espace économique du Ghana au début du XXIe siècle, j'ai cherché à cartographier la répartition des activités économiques dans le pays. De plus, j'ai cherché à analyser de telles activités en prêtant attention non seulement au dynamisme de la production, mais aussi de la circulation et de la distribution sur le territoire. Il était essentiel dans ce chapitre de présenter les types de capitaux qu'ils engagent dans le pays, étatiques, privés étrangers et privés national, à grande ou petite échelle, et les manières dont ils interagissent et établissent de manière générale leur dynamisme. Dans le chapitre 3, les exportations et les circuits spatiaux de la production des commodities, j'ai analysé les exportations du Ghana en me basant sur les circuits spatiaux de production d'or, de manganèse, de bauxite, de diamants, de pétrole et de cacao, qui sont aujourd'hui les principales commodities ghanéennes. L'analyse en circuit a permis d'établir une lecture spatiale du processus de production, de circulation et de distribution de ces biens, qui en fait correspondent aux matières premières qui circulent dans des processus de production plus larges, se déroulant à l'échelle internationale. Santos, 1986 Arroyo, 2001 Castillo, Frederico 2010. L'analyse a également considéré les relations de production dans chacune des activités, en prêtant attention aux relations entre les différents types de capital impliqués dans le processus. Le chapitre 4, les importations et circuits spatiaux de production des recommodities, est le moment où j'analyse la liste des importations ghanéennes de ces dernières années. Cette analyse m'a conduit à importer des biens d'occasion, surtout électroniques, qui donnent lieu, dans l'espace urbain du pays, à des activités responsables de la recommodification de l'économie. Enfin, les considérations finales visent un effort de synthèse. De l'or contre des déchets représente la contribution que je cherche à apporter au débat sur la division internationale du travail et sur les formes inégales et conjuguées, Trotsky 1978, d'insertion des pays du Sud dans le système capitaliste contemporain. J'espère que le texte suscite de nombreuses réflexions et questions auprès des lecteurs. Il y a encore beaucoup de travail à faire, et la géographie brésilienne ne peut se limiter à sa frontière nationale, ni à l'univers complexe latino-américain. Notre manière particulière d'analyser le monde doit toujours être élargie. Il doit traverser l'Atlantique, l'océan Indien, le Pacifique et tout autre type de contraintes qu'ils essaient de nous imposer. Chapitre 1 : Le Ghana dans le temps, le Ghana dans le monde. La tête de la statue en bronze originale du Dr Kwame Nkrumah, qui se tenait devant l'ancien bâtiment du Parlement à Accra, a été vandalisée le 24 février 1966 lors du coup d'État de l'armée et de la police. Il a été récupéré et présenté par un citoyen patriote à l'Information Service Department, qui a autorisé sa diffusion dans le parc le 28 mai 2009. Ce texte est écrit sur un bloc de marbre d'environ 1 mètre de haut. Au-dessus de lui se trouve-t-elle la tête susmentionnée de celui qui fut le leader de l'indépendance ghanéenne. À côté de la tête se trouve le reste du corps de la statue originale. Sculpté dans le bronze, chemise, pantalon, chaussures et rien sur le cou. Le bras gauche, également vandalisé en 1966, est toujours porté disparu aujourd'hui. C'est le premier contact que l'on a avec Nkrumah, en entrant dans le Kwame Nkrumah Memorial Park au centre d'Accra, la capitale du pays. Prenant le contexte de la ville, la zone du parc est vaste, relativement boisée et abrite le mausolée du chef, une autre statue en bronze du chef et un musée avec certains de ses objets personnels, vêtements, chaussures, chapeaux, meubles, photographies et voitures. L'une des journées les plus célébrées de Nkrumah fut certainement le 6 mars 1957, lorsque le monde observa son discours d'indépendance politique vis-à-vis du joug colonial britannique. À partir de cette date, ce n'était plus une colonie de la Gold Coast, dénomination pour le territoire en question, mais plutôt du Ghana, en référence claire au grand empire ouest-africain qui avait atteint sa splendeur au XIIe siècle. Le mot Ghana, de la langue soninké, signifie roi guerrier. C'est le début institutionnel de l'État, mais pas le début de l'insertion de larges pans de cette formation socio-spatiale dans les circuits commerciaux à longue distance,
même parce que de nombreuses caractéristiques du mode de production du pays sont des héritages matériels, normatifs et culturels de foi jusqu'en mars 1957. La construction, la destruction et la reconstruction de l'image du plus grand leader national ghanéen ne révèlent qu'une partie de la complexité historique du pays. Les périodes avant et après 1957 ont laissé des traces profondes dans ce territoire de l'Afrique de l'Ouest, de sorte qu'il n'est pas possible d'analyser les insertions de cette formation socio-spatiale dans la division internationale du travail, dit contemporaine sans auparavant prêter attention à ces insertions dans l'économie mondiale. 1.1. Les insertions de l'Afrique de l'Ouest dans le commerce transsaharien à l'époque précapitaliste. Consolidé par des marchands d'origine arabe et berbère tout au long du XIIe siècle, le commerce transsaharien a représenté la première forme d'insertion continue et régulière de l'Afrique de l'Ouest dans un circuit commercial à longue distance. Ce circuit reliait les biens produits sur les territoires de la région aux marchés situés sur la côte méditerranéenne du continent africain, eux-mêmes associés aux marchés européens et asiatiques. La fonction principale de l'Afrique de l'Ouest dans ce circuit était l'extraction et la commercialisation de l'or, qui se trouvait à Burem et à Ashanti, situés respectivement dans les territoires actuels de la Guinée et du Ghana. D'autres marchandises, noix de cola, ivoire, textiles et esclaves, étaient également exportées de la région. À contre-courant, il importait du sel, coris, les produits alimentaires tels que le blé et les figues sèches, les chevaux, soie, métaux tels que le cuivre, le fer, l'argent et le plomb pour faire face à toute crise d'approvisionnement de la métallurgie locale et des esclaves de différentes origines comme les Turcs, les Arabes et les Éthiopiens, Davidson 1985, Niané 2010, Mbokolo 2012. En plus d'avoir collaboré au processus d'amélioration des techniques d'extraction et de traitement de l'or, ce circuit commercial a généré de profonds impacts sur les systèmes politiques de la région, permettant l'émergence de certains des empires les plus importants du continent, dont l'expansion était liée à la fonction d'intermédiaire commercial entre les produits qui venaient du désert, au nord, et ceux qui venaient des savanes et forêts, au sud, Davidson 1985. Dans la zone de l'Afrique de l'Ouest où se situe actuellement le Ghana, les sociétés organisées en clans ou en royaumes prédominaient. Les premières avaient peu de stratification sociale et la production visait principalement à la subsistance. Ces derniers avaient une structure sociale verticale et une production destinée non seulement à la subsistance, mais aussi au commerce. Le premier de ces royaumes, Mamproussi, Dagomba, Namumba et Gonja, a émergé au XIIe siècle, dans les savanes situées au nord de la Volta, et s'est intimement intégré à la dynamique du circuit commercial transsaharien. Ce n'est qu'au XVe siècle, dans les forêts situées au sud-ouest de la Volta, que les autres royaumes, tels que Bono-Manso et Akan-Boahen, 1975. Le commerce transsaharien a perdu une partie de sa vigueur à partir de la fin du XVe siècle et du début du XVIe siècle pour deux raisons principales. Avec l'expansion des États européens et de l'Empire ottoman, au XVe siècle, les Arabes ont perdu des points commerciaux stratégiques en la mer Méditerranée et dans la mer Rouge, et avec le développement des caravelles portugaises, la technologie navale européenne a pu transporter une plus grande quantité de marchandises que les chameaux des caravanes arabo-berbères, modifiant ainsi l'axe des plus grands flux commerciaux Malouiste, 2010, Mbokolo, 2012, et rendant le développement du commerce atlantique, qui représente une expansion effective du capitalisme mercantile. Contrôlé par les nations européennes, ce circuit commercial structuré indie dans lequel les territoires d'Afrique de l'Ouest étaient appelés à remplir de nouvelles fonctions, en plus d'exporter de l'or et d'importer du sel. 1.2. Les insertions de l'Afrique de l'Ouest dans le commerce atlantique au temps du capitalisme mercantile. Le XVIe siècle a inauguré une période où la capture, l'esclavage et la commercialisation des hommes sont devenus la principale source de richesse pour de nombreux royaumes d'Afrique de l'Ouest, en particulier ceux situés dans les zones côtières entre les territoires actuels du Sénégal et du Cameroun. Les calculs des historiens estiment que le commerce atlantique était responsable de la transplantation territoriale d'au moins 12,5 millions d'Africains, Slaves Voyage, 2022. Arrivés dans les Amériques comme esclaves, ces sujets ont été structurants dans le développement économique et politique de la plupart des colonies et pays américains, Lovejoy 2002, Diagne 2010.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.